C'est eux, C'est vous, C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur WeDoBiz. Bonjour et bienvenue dans cette 144e émission de WeMoveJ sur WeDoBiz. Bonjour à tous, je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du MoveJ. Et donc nous nous retrouvons pour cette émission avec un grand témoin, Benoît Volatier. Benoît Volatier, fondateur de Occurrence, et un jeune entrepreneur, donc comme maintenant tous les 15 jours, Alexandre Ling. Alexandre, fondateur de Bulbintown. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous allons donc passer cette petite demi-heure ensemble. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire déjà, pour commencer, qu'est-ce que Bulbintown ? Alors, Bulbintown, c'est une plateforme de crowdfunding locale. Donc, c'est une solution qui permet aux habitants d'un quartier, d'une ville, d'une région, de soutenir les projets de leur territoire. Donc, ça peut être des entreprises, des commerces, des commerçants, des artisans, des projets portés par des associations locales ou encore des projets citoyens, comme en ce moment une maternité. Alors, beau projet, très ambitieux. Tu es tout seul pour porter Bulbintown ? Alors, on est 2 associés cofondateurs et un associé technique. Et Et une équipe de presque 10 personnes aujourd'hui. déjà, donc Bulbintown, ça a quel âge ? Bulbintown, on a commencé à travailler sur Bulbintown en fin octobre 2012 et on a lancé le site en février 2013. D'accord, et vous êtes déjà 10 salariés. Donc c'est... Alors pas 10 salariés, on a eu un petit mix de salariés et de stagiaires. Bon, 10 collaborateurs qui travaillent à fond pour le succès de Bulbintown. Une belle équipe, oui. Une belle équipe. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette belle idée ? Alors, c'est assez simple. Moi, mes parents, quand j'étais petit, ils avaient un restaurant. Et pour financer les travaux de rénovation de ce restaurant, ils ne pouvaient plus emprunter à la banque. Donc, ils ont utilisé le système de la tontine, système répandu dans les communautés asiatiques et africaines, mon père étant asiatique. Et comme ça, ils ont récupéré les 20 000 francs dont ils avaient besoin pour financer les travaux. Donc, je me souvenais de cette expérience-là et j'ai découvert plus tard, lorsque j'étais consultant et que je travaillais sur la Banque de demain, le modèle du financement participatif. Je me suis dit, mais ce modèle-là, il est super intéressant pour évidemment tous les projets artistiques, pour les projets multimédia, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une dimension locale et l'utiliser pour permettre à des communautés de participer au développement de leur quartier et à des petites entreprises, pourquoi pas, de se développer, de se financer. Donc une idée ancestrale que tu mets au goût du jour, j'imagine, avec les nouvelles technologies. Exactement, c'est un système qui existe vraiment depuis la nuit des temps. Hein. La Statue de la Liberté, par exemple, avait été financée par un appel au public et c'était plus de, je crois, 100 000 personnes qui avaient contribué à hauteur de... En moyenne, on était sur quelques dollars et qui avaient pu financer ainsi le socle de la statue. Alors pour monter un tel projet, ça vous a pris... combien de temps ? Parce que c'est bien effectivement de partir d'une idée qui paraît comme ça toute simple, mais finalement tu viens quelque part un petit peu en concurrence des banques. Donc vous rentrez dans un marché pas si simple, vous touchez à l'argent, vous allez essayer de convaincre la proximité, beaucoup de choses auxquelles il faut s'attaquer, faire évoluer les cultures. Par où on attaque quand on a un tel chantier devant soi? On avait pas mal d'objections au démarrage, notamment des banquiers. Alors, il faut savoir qu'on ne travaille pas en concurrence avec les banques. C'était comme ça, évidemment, qu'elles voyaient ce modèle et peut-être comme ça que certains acteurs le communiquent. Mais nous, on a une approche vraiment de complémentarité avec les autres acteurs du financement. Je m'explique. On travaille par exemple sur un projet d'un restaurateur qui veut ouvrir. Ce restaurateur, dans le cadre de son ouverture, il a besoin de fonds propres dans le cadre de son plan de financement et par exemple même pour emprunter. Nous, le modèle, c'est pas un modèle d'endettement. Le restaurateur va faire appel à sa communauté, à ses proches, à ses amis, à ses réseaux, à une communauté de clients ou de futurs clients qui vont lui apporter 5, 10, 20, 30, 50, 100, plusieurs, même centaines et milliers d'euros en échange de contrepartie en nature. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le restaurateur, par exemple, dans ce cadre-là, ne va pas s'endetter. Il va échanger une marchandise contre un soutien financier ou un service contre un soutien financier. Donc finalement, si je t'apporte 100 € pour t'aider à faire les travaux dans ton restaurant, je viens déjeuner ensuite chez toi et on est quitte ?
On y quitte, ou alors par exemple, on a convenu que je t'offrais un cours de cuisine, ou alors si tu as mis, en ce moment on a une librairie salon de thé, bah, tu mets 400 €, tu as ton nom gravé sur la table. Voilà. Wow. T'as ton nom gravé sur des tables? Non, mais ça me fait penser à la manière dont le Silicon Sentier a financé son dernier bâtiment, là, dans le 2e arrondissement, qui s'appelle Numa maintenant, où il était possible d'acheter un morceau de marche, un morceau de table, voire une salle de réunion en fonction de ce qu'on donnait. Et je trouvais ça super intéressant de capitaliser sur à la fois l'envie de participer, et puis il y a quand même un petit morceau d'ego où se dire voilà, j'ai mon nom sur une marche, c'est cool. Oui, donc on n'est effectivement pas dans une contrepartie qui aurait la même valeur objective financière. J'achète pas mon repas à 100 €, mais j'achète le fait d'être valorisé, de m'engager, de pouvoir dire que je soutiens un projet. C'est un des aspects. Et puis ensuite, vous avez le contributeur a aussi accès via les contreparties à des offres et des services exclusifs. Typiquement, le cours de cuisine qui rentre pas dans les services classiques que le restaurant offrirait, il va pouvoir y avoir accès comme ça. Ou alors le repas va lui être, il va y avoir droit à un prix qui est en dessous du prix pratiqué normalement par le restaurant. D'accord. Est-ce que tu pourrais justement nous donner peut-être un exemple très concret sur lequel tu as le droit de communiquer? Tu nous parlais d'un hôpital en ce moment, on a un projet de grande ampleur en fait, et qui touche vraiment au domaine, on est à la limite avec le domaine public. C'est une maternité au Lilas. Cette maternité, en fait, est menacée de fermer aujourd'hui parce que des travaux de remise aux normes doivent être effectués. Et donc, en fait, il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, ils nous ont contactés. On a monté une campagne de financement participatif pour payer notamment les frais juridiques et les frais des actions liées à la sauvegarde de cette maternité. Cette maternité, c'est la maternité des Lilas. Et en 10 jours, on a vu plus de 300 personnes se mobiliser et plus de 20 000 € déjà être collectés. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, on avait plusieurs dizaines de personnes qui apportaient un soutien financier. Ça allait assez rapidement. Aujourd'hui, on travaille sur une deuxième phase qui va consister à essayer vraiment de financer la reconstruction de cette maternité et sur une campagne du coup de plusieurs millions d'euros pour laquelle on va faire appel à la fois aux particuliers, aux habitants, aux Français, mais aussi à des entreprises, à des fondations. Donc, D'accord, donc tu nous parles d'une maternité, tu nous parles de restaurants, visiblement des sujets très différents. J'imagine que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont venir financer, que tu ne connais pas tous les donneurs potentiels partout. Comment tu vas chercher quand on te soumet un nouveau projet, en fait, une nouvelle demande de recherche de financement? Comment tu vas chercher les contributeurs? Ce qu'on a vraiment de particulier chez Bulmintown, c'est cette expertise sur des communications locales. Ces projets-là, qu'on parle de la maternité ou qu'on parle du restaurant, du commerçant, de l'entreprise locale, du café associatif, par exemple, c'est des projets qui intéressent principalement les personnes qui sont à proximité. Donc, de fait, on peut pas communiquer sur ce type de projet comme on communique sur un album, un jeu vidéo ou un produit technologique à vocation mondiale. Donc nous, tout le travail qu'on effectue, c'est d'accompagner les porteurs de projets à la fois dans la présentation de leur projet, la définition des bonnes contreparties et tout le plan de communication qu'ils vont mettre en place. Parce que ces campagnes-là sont portées à la fois par nous et par nos réseaux de diffusion qu'on a développés, mais beaucoup, essentiellement, par les porteurs de projets. C'est le porteur de projet qui doit effectuer les actions qu'on aura définies avec lui à l'avance. Et nous, notre travail, ça va être vraiment de l'aider à définir ce plan de communication personnalisé, lui fournir des modèles de mail, des modèles de flyers, des communiqués de presse, et ensuite de le coacher une fois par semaine lors d'un rendez-vous avec son coach projet pour faire un point sur la semaine et adapter, si nécessaire, le plan de communication et les actions à effectuer pendant la campagne. Okay. Est-ce que vous faites de l'affichage aussi? Parce que pour de la communication locale, ça me semble un média très approprié où le coût au contact additionnel est nul. Ça coûte un peu cher parfois de faire une affiche ou un panneau, mais ensuite le nombre de spectateurs qui en bénéficient n'impacte plus sur le prix, à la différence d'un flyer ou d'autres formes de communication. Tout à fait. Alors on fait de l'affichage pas sous la forme de gros panneaux publicitaires. En revanche, on leur prépare des affiches et des flyers qu'on leur livre, parce qu'on a développé toute une série de modèles. Et ensuite, on les personnalise en fonction des campagnes. Et ça, on leur fournit donc à eux ensuite de les faire afficher chez
les entreprises du coin, dans la rue, dans des événements. On les aide à organiser des petites manifestations aussi pour parler de leurs projets. Et en plus de ça, on a des partenariats de diffusion qu'on a mis en place qui permettent de toucher un potentiel en France de plus d'1 million de personnes, notamment, alors si on parle d'affichage, avec un acteur qui fait de la publicité sur les caisses enregistreuses des tabacs, notamment, et qui a 10 000 écrans en France. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on décide d'où va être la campagne et on va définir un périmètre sur lequel la campagne va être affichée dans les tabacs disposant des écrans. Donc c'est de la com de proximité, mais est-ce que vous jouez le levier virtuel aussi, les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Évidemment, on communique aussi via notre page Facebook, via le Facebook des porteurs de projets, qu'ils aient une page fan ou non. On va travailler aussi avec toutes les personnes qui travaillent avec ces porteurs de projets ou qui soutiennent le projet pour qu'eux aussi diffusent via les réseaux sociaux, par mail évidemment aussi, la campagne. Donc on va jouer à la fois sur des leviers de proximité et sur le virtuel, sachant que même sur le virtuel, si vous regardez vos amis sur Facebook, il y a une grande partie qui est dans votre ville aussi. Donc on est quand même finalement sur du local. D'accord, donc vous apportez un double service, à la fois la plateforme de collecte et à la fois une agence conseil en communication de proximité. C'est un peu ça, c'est vraiment les deux atouts majeurs du modèle pour nos cibles. C'est évidemment la partie financement, parce que c'est toujours de la trésorerie, même si le plan de financement a été bouclé. Dans le cadre d'un démarrage, par exemple, c'est toujours des fonds en plus qui vont permettre de faire face à un aléa. Et en plus, c'est un outil marketing et de communication extrêmement puissant, parce qu'il permet sans frais finalement, parce qu'on va collecter des fonds pour le faire, de communiquer sur son projet, de mobiliser toute une communauté autour et ainsi de se créer un réseau de clients et même de clients ambassadeurs. Et alors de ce que j'entends, je me dis que n'importe qui n'est pas éligible à pouvoir mener une campagne via Bulb in Town, parce qu'il faut s'impliquer. L'hôpital doit prendre en charge sa campagne de communication. Comment, si elle ne le fait pas, ça échoue. Et finalement, c'est un peu votre image à vous qui est remise en cause. Comment vous sélectionnez les projets qui sont éligibles à Bulb in Town? Alors, on les sélectionne sur différents critères. Évidemment, le projet, il faut que ce soit un projet ancrage local. Donc, on a un positionnement qui est extrêmement clair et précis. On ne peut pas faire de projet purement culturel, type des artistes, financer un album, financer une vidéo, une expo photo, par exemple. On finance uniquement, c'est de la TPE, c'est de l'association locale, c'est des projets citoyens. Association aussi, donc peut-être. Association aussi, à partir du moment où elle a une action locale. Donc c'est le café associatif, c'est le club de rugby handisport de Roubaix. Mais un petit commerce lambda n'est pas éligible? Si, bien sûr. Si aussi. En fait, on a démarré, à l'origine, on était un peu moins large. On a découvert qu'on avait un positionnement qui était vraiment le crowdfunding local. On avait commencé pour le financement participatif pour les commerces et les artisans. D'accord. Donc c'était le modèle initial qui a évolué vers le crowdfunding local. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait que ça n'existait pas en fait dans le monde. Et vous vous êtes rendu compte que vous étiez un sacré levier de mobilisation, exactement, de lien social, de mobilisation d'une communauté locale, de participation citoyenne. C'est de la co-citoyenneté. On parle de plus en plus de villes qui sont gérées par des citoyens. Je pense qu'à terme, c'est un modèle qui va se développer de plus en plus. Et nous, on est en plein dans cette mouvance-là. D'accord. Donc il faut déjà avoir un projet qui réponde à ces critères-là. Et ensuite, comment vous évaluez la capacité de l'entreprise qui vous sollicite à s'impliquer justement dans son plan de levée de fonds? Ça va. Donc on évalue évidemment le porteur de projet. À la fois, on va vérifier que c'est bien son projet, qu'il est honnête, qu'il a bien compris le modèle, qu'il a compris que ce modèle-là, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, qu'il faut s'impliquer, qu'il va falloir modifier, qu'il va falloir impliquer ses réseaux aussi au démarrage. Donc tout ça, c'est des choses qu'on lui explique. C'est un travail de pédagogie. C'est un travail de pédagogie, mais qui est de plus en plus rapidement compris aussi, parce qu'on fait beaucoup d'actions de sensibilisation. On essaie d'expliquer un maximum le concept, de bien mettre en avant le fait que c'est pas magique, qu'il y a une implication qui est nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'on explique au porteur de projet. Si on sent que le porteur de projet, déjà là, il
il a pas trop envie, il nous dit que bon, il n'a pas le temps, qu'il n'a pas envie de s'impliquer dans sa campagne. On va lui dire, a priori, monsieur, ça va pas fonctionner. Ensuite, ça va être sur les montants. On a souvent des porteurs de projets qui viennent et disent, moi, je veux 50 000 €. Bon, sur du soutien contre contrepartie, c'est très au-dessus de la moyenne, parce que la moyenne, elle se situe la moyenne des projets, c'est 4 500 €. Aujourd'hui, nous, c'est en augmentation. On est presque aux alentours de 6 000 €. Ouais. Mais ça va être projet par projet. On va vérifier la capacité du porteur de projet à atteindre son objectif quand même. D'accord. Et ça, on le fait de manière assez simple. Hein. On va regarder quel réseau il peut solliciter. Et sur ces réseaux-là, on va multiplier par un panier moyen qui est de 45-50 € et voir déjà si a priori, il pourrait atteindre l'objectif comme ça. Donc le contributeur en général est à hauteur de 50 c'est une moyenne 50 €. Ouais. Benoît, toi qui es expert de l'évaluation des campagnes de communication, de l'efficacité des campagnes de communication, on peut dire ça chez Occurrence, qu'en penses-tu ? J'en pense que l'idée me plaît beaucoup. J'avais pas connaissance de l'existence de ce type de solution. Le fait qu'il y ait l'ancrage local, je trouve ça excellent. Je trouve ça assez novateur, l'idée que ce soit justement pas de l'investissement, d'après ce que j'ai compris. Hein, puisque Alors, c'est effectivement pas de l'investissement sur notre modèle historique, mais on lance aujourd'hui une offre d'investissement pour combler des besoins plus importants en financement, notamment en phase de création, création reprise ou de projet de développement. Ok, parce que du coup, je me disais, il y a un moment donné, mettre des tickets de 40-50 €, c'est très bien. Et s'il y a beaucoup de souscripteurs, ça permet de lever pas mal d'argent. Mais il y a peut-être un moment donné où il faut mettre des tickets de 500 ou 1000 ou plus. Et à ce moment-là, on peut imaginer que les personnes qui ont envie ou les organisations qui ont envie de mettre ça soient plus dans une logique d'investissement, à se dire quand est-ce que je revois mon argent et pas seulement mon nom gravé sur une table. Exactement, tout à fait. C'est une offre en fait qu'aujourd'hui on lance. Donc on a ouvert les appels à projets et on a quelques projets déjà en préparation parce qu'on s'est rendu compte que sur ce segment-là, sur le segment de alors c'est toujours pour de la TPE pour le coup, on n'avait pas ou très peu de solutions de levée de fonds. Typiquement, c'était un milieu qui n'était pas forcément adressé par les réseaux de business angels, par évidemment par les sociétés de capital risque et très peu connu des investisseurs expérimentés. Et lors d'une campagne sur ce modèle de don contre don qu'on avait fait avec une librairie du 19e, on a une vingtaine de personnes du quartier qui, voyant l'objectif de 5 000 € de financement, ont proposé directement à la porteuse de projet d'apporter eux 5 000 € tout seuls, en échange de parts du capital. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une levée de fonds en plus des 10 000 € collectés en don contre don, une levée de fonds de 100 000 €. Ok. D'accord. Et ça génère des vocations de business angel. Bah ouais, exactement. Parce qu'en fait, c'est un business qu'on comprend. Il est en bas de chez nous. On voit où est l'argent. Alors effectivement, on n'a pas forcément l'optique de multiplier par 10 son investissement. On n'est pas sur une techno qui potentiellement va faire un Facebook. Hein, donc l'espérance de gain est moins forte. Mais de l'autre côté, on a un risque moins élevé. Et puis on comprend le business. Oui, et puis j'imagine qu'il y a une espérance de gain aussi qui est justement pas que financière, qui est un gain de service. Si j'ai ma librairie qui continue à rester en bas de chez moi, ça me plaît parce que ça me permet de continuer à acheter des livres ou le restaurant ou la maternité où je vais pouvoir. C'est exactement ça. Voilà. C'est donner du sens à son argent. C'est plutôt que de le laisser sur un livret qui rapporte 3%. Quitte à ce que la rentabilité soit pas forcément exceptionnelle, autant que je vois autant voir où va l'argent. Ou de la rentabilité, justement, pas que financière. Exactement. Qu'il puisse aussi y avoir une sorte de bénéfice social ou local. Tout à fait. Alors, tu nous parles de projets, enfin de réalisation, même une librairie dans le 19e, une maternité dans le 20e, pour être dans le quartier, pour habiter dans le quartier, tout ça, c'est bien proche. Et quand on t'écoute, on se dit, mais ça serait bien que la France entière puisse en bénéficier. Alors, le développement, c'est quoi? Des partenariats? Par quel biais vous envisagez? On est présent partout en France. Hein. Là, on a typiquement un café associatif. J'ai un exemple, par exemple, de café associatif qui est à Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, ce café associatif-là, c'était un projet accompagné par un fonds territorial du réseau France Active, le fonds Aquitaine Active. Et Aquitaine Active, par exemple, est un de nos partenaires en région. Ce café associatif-là pouvait bénéficier d'une garantie financière de la part de France Active à condition de bénéficier d'un prêt bancaire. Manque de peau, le banquier, pas assez d'apport, peut-être pas de marché.
Bon, c'est Villeneuve-sur-Lot, c'est un café associatif, c'est un modèle un peu particulier. Donc résultat, le projet tombait à l'eau. Actine Active nous a contactés, nous a dit est-ce que vous pouvez accompagner ce projet-là ? Évidemment. Donc, on a lancé une campagne. En 45 jours, ils ont récolté 6 000 €. Il faut savoir qu'ils recherchaient auprès du banquier 8 000 € à l'origine. Donc, c'était plus que ce qu'ils attendaient, parce qu'ils cherchaient, leur objectif était de 4 000. Ils ont réuni plus de 100 personnes, plus de 100 habitants de Villeneuve-sur-Lot. Et le projet a fait énormément parler de lui dans la région. Ce qui a amené 3 banques à leur proposer un prêt bancaire. Bien, et alors à débloquer du coup, le tout. Quand on voit ça, on se dit c'est un petit miracle qui est en train de se préparer. Est-ce que la collaboration avec France Active ou d'autres acteurs, c'est comme ça, si ça tombe du ciel ou une vraie stratégie c'était de développement ? C'était le premier, c'est une vraie stratégie de développement. Donc on travaille avec des fonds territoriaux, avec les chambres consulaires. On a un partenariat par exemple avec la CCI du Gers, donc on est sur de la CCI départementale, où on développe un portail Graines de Gers qui permet à la CCI de le proposer comme son outil, un outil évidemment qui est géré par nous, parce qu'on va toujours gérer l'accompagnement, qui est aussi notre grande expertise. Mais ça, ce type de partenariat-là, avec des chambres consulaires, avec des fonds territoriaux, c'est quelque chose qu'on développe. Et on voit que les collectivités, les chambres de commerce, les chambres des métiers, France Active, Initiative France sont intéressés. Et aujourd'hui, on a signé un partenariat avec Initiative France, donc au niveau national, et France Active également. Ok, alors tout ça, c'est beau, mais comment vous mangez, vous ? Alors, on a notre modèle économique principal repose sur une commission sur le montant collecté. Donc, ça demande d'avoir un volume important de projets, évidemment. C'est aussi une des raisons qui nous ont amenés vers le financement de projets en capital, parce que les montants sont aussi plus importants. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça se développe quand même très vite. Nos prévisions de chiffres et de montants collectés qui nous amenaient d'ici à 2 ans à être rentables. Au final, on les a déjà atteintes depuis 3 mois, parce qu'on en est à 400 000 € de collecte, sachant que après les 3 premiers mois d'existence, on n'en était qu'à 40 000 €. Donc on a fait x10 en 1 an, et ça continue à accélérer. Donc notre modèle, le modèle principal, on sait qu'on prend 5% plus 3% de frais bancaires, donc 8% au total du montant collecté sur la plateforme. Ça, c'est le modèle numéro 1. Ensuite, ce qu'on vend aussi, c'est ces fameux portails, parce qu'on a des prestations de développement derrière, et puis on vend toute l'expertise. Donc toute la partie expertise communication est vendue en plus de la commission. Alors, elle est vendue dans le cadre des portails. En revanche, elle est gratuite pour les porteurs de projets. Ça fait partie dans les 8%. C'est une prestation plus qu'honnête. Ça comprend évidemment la plateforme, la collecte de fonds, les partenariats de diffusion qui sont déjà inclus, et l'accompagnement. Alors j'imagine que tout ça, c'est beaucoup de travail. Vous êtes jeune. Alors toi, tu as 28 ans, tes associés... Stéphane a 28 ans aussi. Ouais. Stéphane a 28 ans aussi. L'équipe est plus jeune, elle a plus d'énergie. Nous, on commence à être... Vous, ça y est, vous commencez à... Non, mais c'est du travail, mais c'est une passion. Si je compare les 70 heures que je faisais avant, quand je travaillais pour une grande entreprise, et le travail non-stop qu'on a maintenant, aujourd'hui, je dirais presque que je le sens pas, parce que je sais que je fais quelque chose qui a un sens. C'est une mission qu'on s'est donnée, dans laquelle on croit. On a une super équipe, on est ravis des gens avec qui on travaille. On a des super contacts, des super retours de nos partenaires, des porteurs de projets. On permet à des porteurs de projets quand même de réaliser leurs projets, derrière de créer des emplois. Donc nous, on en crée un peu, mais eux, à chaque fois qu'ils réalisent leurs projets, on voit que ça crée de l'emploi, ça crée du lien. On est dans une dynamique qui est extrêmement positive. Et donc c'est un plaisir de travailler sur ce projet. C'est presque plus un travail. Et jamais de coup de blues, jamais envie d'aller flamber avec ses potes au ski ou je sais pas où. Coup de blues, ça arrive toujours la vie d'un entrepreneur. Ça arrivait plus au début. On parlait justement du démarrage, les obstacles. Les banques au début étaient opposées à ce qu'on faisait et comprenaient pas ce qu'on faisait, parce qu'on était Il y a quand même quelqu'un qui vous a dit ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas et vous n'avez pas le droit. Ça, on y a eu le droit pas mal. Vous avez eu droit à un petit procès ou pas? On n'a pas eu de procès. Non. Oh, c'est dommage. Non, mais on a pris.
Au démarrage, on a pris 3 mois de retard sur la mise en place du site et de la partie collecte parce qu'on n'avait pas de banque qui voulait nous suivre. Le financement participatif, on n'en parlait pas encore à l'époque. C'était un ovni. Et pour elle, ils ne comprenaient pas que c'était du préachat et que donc c'était tout à fait légal. On pensait qu'on faisait un boulot de banquier. Mais ça, c'était les obstacles du début. Ensuite, il y a toujours les... Bon, on ne gagne pas à tous les coups. Parfois, un super projet qu'on avait visé, on ne va pas l'avoir. Ou peut-être le rendez-vous avec un partenaire potentiel ne va pas forcément bien se passer. Bon, c'est la vie d'une entreprise. Et puis, vous avez... quand vous êtes entrepreneur, vous êtes l'entreprise et l'entreprise est là des concurrents. Donc vous avez une pression et un stress assez constant. Hein. Donc vous êtes obligé d'avancer et de réussir à grandir. Faute de quoi, vous savez que vous prenez du retard et là il y a des petits coups de blues. Mais le fait d'être plusieurs, ça aide énormément. Alors qu'est-ce que tu en penses toi de ça, Benoît, toi qui vas attaquer ta 20e année, ton 20e exercice, la route de 20 années d'entrepreneuriat, de développement d'entreprise? Le point de connexion que je fais entre les deux, en fait, c'est que y a quelque chose qui a été très puissant dans notre aventure entrepreneuriale avec mon associé du départ là, de 1995, qui était non dit, mais qui était néanmoins très puissant. On s'en est parlé vraiment des années après. C'était qu'on avait un rêve pour notre entreprise. Et ça, c'est très fort. Ça fait que même quand on a des petits coups de blues, on se repose quelques jours et on repart de plus belle. Ça aide aussi à faire converger les efforts quand ce rêve est à peu près le même. Donc c'était un rêve qui tournait autour de l'ascension sociale, de la reconnaissance, de se faire sa place au soleil, entre guillemets, ou en tout cas de rentrer dans la société en se disant on a des clients importants, on nous dit monsieur, et on a des salariés. Donc il y avait tous ces fantasmes que l'on partageait. Et du coup, c'est la question que j'avais envie de te poser sur tes rêves pour Bulb in Town, ou est-ce que vous avez pris le temps avec ton associé ou tes associés de poser ça en se disant on ferme les yeux et c'est quoi notre rêve, quoi, notre business dream, le truc qui ensuite va nous transporter pendant des années et des années, qui sera notre rechargeur d'énergie, quoi. Chaque fois qu'on a un petit coup de mou, on se rebranche sur notre rêve et on repart de plus belle. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous en avez parlé? Alors oui, évidemment, on a une vision qui va au-delà de l'aspect financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le financement participatif, c'est un outil, c'est un peu la partie visible de l'iceberg pour notre business. Nous, la vision là-dessus, c'est de permettre, et c'est toujours la mission de départ, de permettre à un territoire, aux habitants, de soutenir, de décider, d'identifier les projets et les structures qui vont faire la vie et qui vont composer leur territoire. Par exemple, de décider d'allouer les tel X% de ressources de la ville au développement de tel parc, ou à la mise en place de structures, d'une librairie ou d'une bibliothèque. Bref, d'en faire un outil au service de la participation citoyenne. Vraiment, c'est plus qu'un outil de financement, c'est vraiment l'outil démocratique par excellence. Et aujourd'hui, on veut aller vraiment au-delà de... On a un projet, on le finance. On veut passer à la case avant. On identifie les projets et on travaille main dans la main avec les acteurs privés et publics pour financer et mettre en place ces projets. Donc une vision, si on peut terminer là-dessus, tu es accompagné par un mentor. Qu'est-ce que ça t'apporte ? On est accompagné par un mentor exceptionnel, par Jean-Pierre Lafont, que je salue. Et Jean-Pierre, il nous apporte la sagesse en fait, de l'entrepreneur qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a eu les hauts et les bas de l'entrepreneur, les succès, les échecs. Et Jean-Pierre, c'est la personne vers qui on se tourne à chaque fois qu'on a une grosse décision à prendre, un doute sur notre stratégie et des questions vraiment sur les fondamentaux d'une entreprise. Parce que là, je pense que c'est un bel exemple de réussite entrepreneuriale. Pour Stéphane et pour moi, la réussite entrepreneuriale, c'est pas faire grossir une boîte
très très vite pour la revendre à un fonds 3 ans après. C'est l'entrepreneur qui a réussi, c'est vous, c'est Jean-Pierre, c'est ceux qui ont une entreprise qui est pérenne, durable, qui crée un impact de manière durable et voilà, qui continue dans le temps, qui grandit dans le temps. Et nous, c'est ce qu'on veut réussir à faire. C'est plus qu'un petit outil de financement qu'on a là, plus qu'une start-up. C'est un véritable modèle. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir mettre en place ce modèle et l'implanter en France, mais aussi dans les autres pays du monde. Donc Alexandre, on termine là-dessus. Rendez-vous dans 20 ans avec un Bulbintown absolument magnifique. Merci donc Alexandre, fondateur de Bulbintown. Merci Benoît Volatier, fondateur de Occurrence. Benoît, on te retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission de WeMoveJ. Très bonne semaine à tous et dans 15 jours. Donc c'était Bénédicte Sanson sur WeMoveJ dans WeDoBiz, la radio des TPE-PME.